la première slide quand même. Alors, ok. Bienvenue à tous, bonjour, et nous sommes ravis d'être encore avec vous pour ce 4e webinaire du cycle des achats responsables en Afrique. Notre thème aujourd'hui, c'est engager ses fournisseurs dans des démarches de progrès RSE. Et ben, du coup, je laisse directement David Roger, qui est notre modérateur, commencer. Merci Karine, bonjour à tous. Je mets un petit peu la caméra quand même, qu'on ait une petite connexion visuelle et un peu d'humanité dans tout ça. Donc ravi de modérer cette conférence. Donc moi je m'appelle David Roger, je suis le dirigeant et le fondateur d'un cabinet de conseil qui s'appelle Buy Your Way, qui est 100% dédié à la thématique du webinaire et du cycle des achats responsables. On est basé à Paris. Et puis on est basé aussi à Madagascar et puis au Sénégal à Dakar pour l'Afrique de l'Ouest. Voilà. Même si on a un champ un peu plus large en Afrique, on travaille encore beaucoup sur ces thématiques, notamment sur les sujets de filières responsables. Le thème du jour, il est extrêmement important et clé dans les démarches achats responsables. L'effet pourquoi on s'intéresse aux achats responsables et pourquoi d'ailleurs, par exemple, moi, je me suis lancé sur cette thématique et qu'elle me plaît, c'est parce qu'en fait, elle a un effet d'entraînement extraordinaire. Si on arrive à partir de un client à entraîner plusieurs dizaines de fournisseurs, voire pour des très grands groupes, plusieurs centaines, ça a un effet extrêmement positif en termes de RSE, vous vous en doutez bien, et d'impacts sociaux et environnementaux. Encore faut-il être capable d'entraîner ces fournisseurs, d'instaurer un dialogue constructif. Le danger des achats responsables, c'est parfois d'être un petit peu ingérant ou d'être perçu comme de l'ingérence chez les fournisseurs quand vous allez commencer à leur parler de leur politique RH ou de leur impact environnemental ou de certains aspects. Il faut créer la confiance, il faut créer un effet d'entraînement et c'est tout le sujet un peu du jour. Voilà, c'est tout le sujet qu'on doit travailler régulièrement avec les entreprises qui travaillent sur ces aspects d'achat responsable. Voilà. Et avec nous pour en parler aujourd'hui, on va accueillir deux intervenants. On va accueillir tout d'abord Martine qui va évoquer tout le travail de l'ONG qu'elle dirige qui s'appelle RH sans frontières, donc Ressources humaines sans frontières, qui a un gros travail bien qu'orienté sur les aspects, évidemment, vous en doutez, droit social, qui touche énormément justement ce qu'on peut impacter en termes de social sur les chaînes d'approvisionnement et chez les fournisseurs un peu partout dans le monde. L'ONG existe alors l'ONG fait un peu de conseil, Martine pourra représenter un petit peu RH sans frontières, mais plus globalement, en fait, c'est une ONG qui travaille sur l'intérêt général et depuis 1996 sur l'expérimentation. Et ça, c'est extrêmement important et Martine reviendra là-dessus. C'est comment on peut entraîner aussi les fournisseurs par l'expérimentation et par l'exemple. Voilà. Et on accueillera ensuite Marc Moulnois, qui est le directeur administratif et financier d'Ultramail, également très impliqué dans les démarches RSE d'Ultramail, qui est une entreprise basée à Madagascar, dans le secteur textile. Marc représentera un petit peu ce qui est fabriqué chez Ultramail. Et à l'échelle d'une PME africaine, enfin PME relativement importante, puisque Ultramail, c'est autour de 800 personnes. Marc me corrigera si je suis un peu imprécis. Voilà, sur une échelle africaine, alors avec des donneurs d'ordre européens, donc justement, on retrouve cet effet d'entraînement sur la chaîne d'approvisionnement. Marc évoquera un peu tout ce qui est fait pour entraîner leurs fournisseurs dans la démarche, trouver aussi des matières écologiques et répondant aux engagements à la fois d'Ultramail et de leurs clients.
Voilà. Donc, on va aborder tout ça aujourd'hui. Donc, comme disait Karine, n'hésitez pas à utiliser le chat pour poser toutes vos questions et qu'on puisse avoir justement une interaction maximale sur ces questions. Voilà. Donc, je vais laisser la parole dans un premier temps à Martine Commal, donc, comme je disais, fondatrice de Ressources Humaines Sans Frontières, qui va nous représenter un peu ce que c'est que Ressources Humaines Sans Frontières et puis tout le travail justement qui est effectué sur l'accompagnement et l'expérimentation chez les fournisseurs et un peu partout dans le monde. Voilà. Martine, vous avez la parole. Bonjour, merci de m'avoir invitée. J'espère, il faut que je tienne 15 minutes, donc je vais aller assez vite. Ressources humaines, et j'espère vraiment répondre ensuite à vos questions, et si on n'a pas le temps, n'hésitez pas à poser des questions et j'y répondrai plus tard. Parce que on travaille spécifiquement aujourd'hui sur la prévention du travail des enfants et du travail forcé dans la chaîne de sous-traitance. Sachant que, je ne sais pas si c'est moi qui fais passer mon écran ou pas, les slides. C'est moi? Non, c'est moi. Non, c'est Karine. Ouais, donc, peut-être qu'on peut passer les... Parce que j'ai beaucoup de slides, donc on va passer assez vite. Est-ce que vous pouvez passer mon slide, s'il vous plaît? Là, c'est bon? Alors, la caméra de Martine s'est stoppée, en tout cas de mon côté. Donc, j'ai un mauvais pressentiment. Ouais, je me demande si elle n'a pas un souci de connexion. Ouais. Ah, ça tombe mal, c'est pile au mauvais moment. On va peut-être attendre de voir si elle peut revenir. C'est vrai qu'on a un peu conçu le fait que Marc puisse rebondir aussi sur ce que va dire Martine, mais bon, sinon, on ira sur la présentation de Marc. Je ne vous entendais plus du tout. Vous m'entendez? Oui, parfait, ça, Martine. Ça a coupé, en effet, on vous a perdu un petit moment. On a Et attendu je ne sais plus du une tout où j'en petite minute. suis. Voilà. Normalement, vous devez voir les slides. Là, je suis à la slide les objectifs de développement durable. Est-ce que j'ai présenté RHSF? Je ne sais plus, mais ce n'est pas grave. Parce que non, pas complètement. Vous pouvez reprendre un peu. Je suis embêtée de ne pas pouvoir présenter mes propres slides et de devoir vous le dire à chaque fois. C'est compliqué. Est-ce que vous pouvez passer à je ne sais plus où j'en suis parce que ça s'est arrêté, mais ce n'est pas grave. En fait, Martine, si je peux me permettre, je pense qu'on n'a pas entendu ce que tu as peut-être dit sur l'ODD 8. D'accord, parce que je ne sais plus où ça s'est arrêté, c'est pour ça que je suis un peu… voilà. Donc, l'ODD 8, c'est l'accès à un emploi décent. À l'intérieur de l'ODD 8, il y a une cible 8.7. À Madagascar, vous devez bien la connaître, puisque Madagascar est devenu pays pionnier, c'est-à-dire a décidé de mettre ensemble toutes les forces en présence pour prévenir le travail des enfants et le travail forcé. La France va devenir, a demandé à être pays pionnier. Et dans ce contexte, nous travaillons actuellement pour essayer de comprendre qu'est-ce qu'il faut mettre en place pour prévenir de façon durable le travail des enfants et le travail forcé, dans une logique aussi qui n'est pas de prévention du business. C'est-à-dire qu'on essaie de trouver, de travailler sur ce qu'on appelle un cadre de référence, un cadre de référence que tout le monde connaît parce que c'est la loi en France, mais qui est aussi une directive européenne et qui est étendue à pas mal de pays, puisque désormais, tout produit qui sera fabriqué ou importé par du travail des enfants et travail forcé sera interdit. Donc, c'est vraiment important de travailler sur
au-delà du côté moral, bien sûr, hein, mais c'est important de travailler sur une politique de prévention à long terme, sachant que les chiffres qui vont sortir en juin de l'OIT sont très, très négatifs à cause de la crise du Covid. Ça veut dire que les actions qui sont en place aujourd'hui ne sont pas suffisantes et ne sont pas durables. Puisque dès qu'il y a une crise, le taux d'enfants, du nombre d'enfants qui travaillent de façon abusive et de travail forcé augmente. Donc, si on peut passer au slide suivant. Alors, la mission d'RH Sans Frontières, c'est de travailler dans une approche qui n'est surtout pas manichéenne et d'essayer de comprendre ce qui se passe sur le terrain et d'essayer de comprendre tout le monde, y compris, par exemple, dans le travail forcé, il y a des agences de recrutement qui exploitent, qui prennent de l'argent à chaque fois. On essaie de comprendre leur système économique, on essaie de comprendre comment ils fonctionnent pour trouver des solutions. Donc, l'idée, c'est vraiment un travail de compréhension de toutes les parties prenantes pour trouver des solutions. Par exemple, je travaillais en Afrique aussi, bien sûr, mais je vais vous donner l'exemple du Panama. Il y avait un blocage au niveau de la protection sociale des migrants qui était dû à un point, un grain de sable, en fait, qui était l'enregistrement de ces migrants auprès de la sécurité sociale, et en réunissant la sécu, enfin les gens idoines et pas n'importe quelle partie prenante, avec le ministère du Travail, on a réussi à trouver des solutions simples pour les fermiers. Voilà, donc c'est la façon dont on travaille. Est-ce que vous pouvez passer la slide suivante? L'approche. Donc, comment on travaille en fait? On a à force d'être sur le terrain, moi je suis sur le terrain depuis 1996, dans la chaîne de sous-traitance. Mon premier travail était en Côte d'Ivoire dans les années 98. Et donc du coup, à force d'évaluer, de regarder ce qui se passe, on émet des hypothèses de travail. Et ces hypothèses de travail, on se dit, on va expérimenter sur le terrain. On va essayer de trouver des solutions ensemble. Et ces solutions, est-ce que vous pouvez mettre le reste de la diapositive, s'il vous plaît? Voilà. Non, voilà. Et le reste, et on va essayer de voir comment faire. Par exemple, ce qu'on a trouvé, que ce soit dans l'agriculture et dans tous les pays du monde, la gestion des ressources humaines dans une approche responsable est vraiment fondamentale. Et on va essayer de trouver des solutions pour que du plus petit fermier à une entreprise beaucoup plus grande, on arrive à trouver un système de recrutement responsable du début à la fin, un système de rémunération responsable. Par exemple, dans l'agriculture, on sait que le système de salaire à la tâche est un salaire qui automatiquement pousse les enfants à travailler. Puisque le salaire à la tâche, les gens viennent au seau et on a intérêt à ce que toute la famille travaille. Donc, on va essayer de trouver des solutions pour répondre à ces aspects-là. Et ensuite, les filières de recrutement équitable qui partent du village jusqu'au lieu de destination de la personne. Et enfin, dans le secteur agricole en particulier, on travaille sur un système éducatif qui associe éducation et valorisation des métiers agricoles. Ça, on le fait en parallèle en ce moment, mais on le fait pas encore en Afrique. C'est un projet AFD aussi qu'on fait en ce moment. Donc, pour aller plus loin, on a créé ce qu'on appelle, c'est la slide suivante, on a créé un laboratoire. Là, je suis bloquée sur la slide. Est-ce que vous pouvez passer la slide suivante? Bon. Est-ce que vous... Oui. Ah, je vous entendais pas. Oui. Est-ce que Non, vous non, pouvez je passer pense la que slide suivante? c'est peut-être chez Karine, cette fois-ci, que ça bug. Ah Voilà. non, c'est La slide suivante, c'est du coup, au travers de ces hypothèses de travail, tout ce qui fait blocage, en fait, doit faire l'objet d'une expérimentation. Et on a créé un lab avec le ministère du Travail, des Affaires étrangères
parce qu'on a besoin de travailler avec les ministères des Affaires étrangères, qui nous donnent accès au gouvernement et à un tas aussi d'ONG, de syndicats, etc. Et il y a des entreprises qui ont eu envie de s'engager dans ce laboratoire. Et derrière, on va travailler avec d'autres parties prenantes. Moi, je ne sais pas si vous m'entendez. Vous m'entendez? Oui, très bien. Oui. Mais par contre, moi, je ne vois plus rien. Je ne vois pas d'écran. Ouais, c'est exact. Moi non C'est plus. un bug, j'ai l'impression, chez Karine qui a disparu. Ouais. Moi, je peux partager mon écran, mais… Alors, si tu l'as, tu peux le partager le temps que Karine revienne et je vais te donner le… Je vais te mettre en co-hôte pour que tu puisses… Sinon, je parle sans… Non, mais vas-y. Je t'ai mis… Attends, il faut que j'ouvre de nouveau non, ce… je n'arrive pas à te mettre comme ça. Attends, qu'est-ce qui se passe? Co-hôte. Normalement, je devrais pouvoir te mettre en… Zut, je n'ai pas la présentation, moi, à partager. Karine, est-ce que tu es là? Alors, Karine est revenue et je pense qu'elle va pouvoir repartager. D'accord. Sinon, c'est… Alors, ouais, tu peux c'est pas grave, j'essaie de tenir mes temps. Ouais. Non, mais on peut donc, le laboratoire, donc je vais passer par slide 12 pour Karine. Donc, le laboratoire a pour objectif d'identifier les projets d'expérimentation. Enfin, je vais vous donner des exemples après, d'expérimenter. Et ensuite, ce qui est important, c'est que cette expérimentation, les résultats, on les mutualise. C'est à ce niveau-là qu'interviennent d'autres parties prenantes. Et on essaie de voir si on peut le faire dans le même pays, dans le même secteur ou ailleurs. Et pour ça, on a besoin de coopérer avec c'est-à-dire de comprendre la politique des gouvernements, des entreprises, des petites entreprises et un peu de tout le monde. Donc, c'est le lab. Aujourd'hui, ce qu'on est en train d'expérimenter, et tous ceux qui voudront expérimenter, nous donner leur avis, on enverra bien volontiers notre document. On est en train de regarder comment la France, par exemple, pourrait avoir une politique de prévention du travail forcé, du travail des enfants, en s'appuyant sur la loi sur le devoir de vigilance. Et on essaie de voir qui peut apporter quoi. Donc, il y a un cadre et derrière, comment on fait. Et quand on est bloqué, on essaie de trouver des expérimentations. Voilà. Donc, on n'est pas du tout un cabinet conseil dans notre lab et dans l'ONG, et puis il y a un fonds de dotation aussi. On n'est pas un cabinet conseil, puisque tout ce qu'on fait, on le restitue à l'intérêt général et on a intérêt à ce que tout soit diffusé. Par contre, quand il y a vraiment des blocages dans une entreprise, par exemple, quand une entreprise nous ouvre ses portes pour qu'on fasse un projet d'expérimentation, ou pour savoir si on va faire un projet d'expérimentation, il nous faut faire une analyse, et cette analyse ne peut pas être payée par l'intérêt général, puisqu'on n'est pas sûr de faire un projet d'expérimentation. À ce moment-là, c'est l'entreprise qui paye, et on a un cabinet de consultants uniquement pour ça. Quand ça ne rentre pas dans l'intérêt général pour un projet d'intérêt général, on fait ça. C'est juste pour préciser par rapport au cabinet conseil, on ne donne pas de conseil en dehors de ça. Ensuite, je voulais vous présenter, alors là c'est notre travail, la façon dont on travaille, la slide 14 du coup. Comment on fait, comment on peut faire, comment ça se passe concrètement. Et dans la slide 14, du coup, moi, je suis sur mon… comme je ne vois plus vos slides, je suis sur mes propres slides. Slide 14, qui est avant de travailler sur le champ du travail forcé, du travail des enfants. Alors, quand je dis travail forcé, du travail des enfants, en fait, c'est le recrutement. C'est le recrutement, on travaille sur des notions de recrutement pour prévenir les conditions abusives sur les populations les plus vulnérables, c'est-à-dire les personnes qu'on ne voit pas, les gens qui travaillent à la journée, les saisonniers, etc. Donc, et là où c'est le plus complexe. Donc, la première chose à faire est de reconnaître la complexité et de plus avoir des solutions. Il y a un problème, je fais un audit.
c'est de reconnaître la complexité et derrière, slide 15, de s'attaquer et d'essayer de comprendre comment on va s'attaquer à un système complexe. Et c'est pour ça que s'attaquer à un système complexe, c'est avec nous tous. Et il faut quelque part pénétrer ce système complexe. Du coup, les audits, on comprend bien pourquoi les audits de conformité aujourd'hui sont importants aussi pour les entreprises par rapport à leurs risques, mais par rapport au devoir de vigilance et par rapport aux problèmes spécifiques qui sont les populations vulnérables au travail forcé, au travail des enfants, l'audit de conformité n'a pas d'impact sur eux. Pourquoi? Parce qu'il ne répond pas à toute cette complexité. Et on a beaucoup d'exemples qui montrent que ce n'est pas abordé et du coup, on n'a pas d'impact sur eux et on peut avoir des impacts négatifs puisque chacun reste en silo. Et il y a des secteurs, et je pense au secteur agricole en particulier, où la question n'est pas est-ce qu'on est en conformité parce que ça n'a pas de sens, mais qu'est-ce qu'on fait? Quels sont les facteurs d'opportunité et quels sont les facteurs de risque pour travailler sur ce sujet-là? Et comment on associe tout ça à la politique de l'entreprise ou de la plantation et comment on l'assortit à tout ce qui se fait, tant en termes environnementaux que qualité, tout est très imbriqué. Ce n'est pas le reste plus le travail des enfants. C'est extrêmement imbriqué. Alors, la loi, je suis désolée, je passe vite, on verra les… Je ne sais pas s'il y a des questions en même temps. Non, ça va? On va les prendre, on va les compiler à la fin de votre présentation, Martine. Oui, merci. Voilà, d'accord. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas la politique de prévention sur laquelle on s'appuie, la fameuse loi sur le devoir de vigilance, c'est très simple en fait. Enfin, c'est très simple, c'est très complexe, c'est très simple, en ce sens que c'est un système classique de prévention des risques. Il faut cartographier ces risques, les évaluer, prendre des actions, mettre en place un système d'alerte et prendre des mesures. La problématique aujourd'hui, d'après les enquêtes que l'on a faites, c'est que tout est en silo. Et du coup, c'est en silo sur l'évaluation des risques sociaux, mais en même temps sur l'évaluation des autres risques. Du coup, ça n'a pas vraiment d'impact. C'est-à-dire que l'écosystème n'est pas, n'est pas appréhendé, en fait. Sur la slide, ce que je voulais vous montrer, c'est que vraiment le travail forcé, le travail d'enfant est au cœur de l'engagement RSE. Donc, c'est pour ça que chaque fois, je dis il faut avoir une vision transversale et se demander à chaque fois quel est l'impact de ce que je fais ou de mon action, ou de mon projet sur les populations les plus vulnérables. Que demandent d'ailleurs les principes directeurs de l'ONU? Qu'est-ce qu'on fait sur les populations les plus vulnérables? Souvent, par exemple, les projets de Fairtrade ont un impact direct sur les populations vulnérables qui sont les planteurs, mais un impact qui n'est pas toujours direct et qui n'est que sur les populations encore plus vulnérables qui vont travailler pendant les saisons, par exemple. Donc, c'est un peu ce qu'il faudrait approfondir. Et si on passe à la slide 20, en fait, une fois qu'on a vu ça, la nature systémique des risques fait que on doit chaque fois, et c'est pour ça que je vous parlais de RH responsable, c'est que chaque fois, tout a un impact sur les situations sociales et en particulier des personnes les plus vulnérables. Et dans un projet agricole que je vais vous montrer en 2 minutes, c'est effectivement la problématique de l'absence de main-d'œuvre, d'un métier qui est considéré comme un échec, qui fait qu'on va s'adresser à des populations de plus en plus vulnérables. Ce qui fait qu'on va augmenter les temps de travail parce qu'on a un manque de main-d'œuvre. Du coup, il y a un impact effectivement sur la santé-sécurité, sur la qualité. Les clients ont aussi un impact avec la gestion de la production et on part à l'extérieur recruter de la main-d'œuvre internationale. Donc, tout est systémique et tout a un impact.
C'est pour ça que c'est vraiment important de regarder le lien avec la façon dont on gère le personnel et non pas si les gens ont 15 ans ou 18 ans, voilà, ce n'est pas forcément si je vais slide 21 pour vous donner un exemple très rapide. Je ne vois pas ma slide, mais ah si, voilà. Je vais vous montrer l'exemple slide 22 plutôt, puisqu'on va tout vous laisser, vous le verrez. On a commencé un premier projet pilote en vivant 2 ans dans une entreprise, là c'était en Chine, pour montrer qu'on pouvait améliorer les conditions de travail et en même temps améliorer la qualité et la productivité, et que ce serait pérenne. Donc, si vous revenez à la nature systémique des risques, pour nous, diminuer le temps de travail excessif, il y a encore une autre étude qui dit qu'on peut mourir 30 fois, on a 30% de chances de mourir d'une crise cardiaque quand on travaille plus de 55 heures par semaine. Là, on parle de 100, 180, 90, 100 heures par semaine de travail. En diminuant les heures de travail et en ayant une approche responsable de la gestion du personnel et des ressources humaines, on a un recrutement responsable et du coup, de façon indirecte, on a un impact sur le travail des enfants et le travail forcé. Donc, au bout de 2 ans, on a vécu 2 ans dans l'entreprise nuit et jour. Et au bout de 2 ans, on a réussi à diminuer sérieusement les heures, les gens sont restés et on améliore la santé et la sécurité. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'avec le Covid, tout le personnel est resté et on a eu une entreprise qui a pu recruter d'autres clients et qui est hyper saine. Donc, un travail en profondeur permet derrière d'avoir effectivement un résultat en profondeur. Si on va slide 23, évidemment, on ne va pas vivre 2 ans dans des entreprises à chaque fois. Donc, les résultats, on les a retestés dans d'autres entreprises, 3 projets pilotes. Maintenant, on va mutualiser. On peut, grâce à ça, par exemple, en Chine, il y a le problème des Ouïghours. On peut, grâce à ça, essayer de travailler sur le recrutement responsable, y compris avec des projets ambassade, gouvernement et avec des projets d'apprentissage, sans dire que c'est les Ouïghours. Donc, on a une façon de travailler qui permet un peu de détourner le rentre-dedans, qui ne permet pas toujours d'avancer. Et enfin, pour finir, je voulais vous parler du secteur agricole et la façon dont on travaille dans le secteur agricole pour réduire durablement les risques de travail des enfants. Toujours pareil, on regarde le système RH. Alors RH, c'est comme je vous dis, c'est adapté à une coopérative ou autre, au plus petit jusqu'au plus grand. Et déjà retirer les enfants, les jeunes des travaux dangereux jusqu'à 18 ans pour ensuite construire une approche systémique, c'est-à-dire essayer d'éveiller les jeunes et de leur donner la fierté d'être agriculteur, la fierté d'être quelqu'un qui travaille dans l'agriculture. On a identifié avec une entreprise comme j'ai passé mon temps, je vais aller directement au travail que l'on a fait. On a travaillé avec une entreprise de l'agriculteur au donneur d'ordre, qui était une multinationale française. On a travaillé sur pourquoi il y avait un manque de main-d'œuvre et les conséquences. Et on s'est aperçu vraiment concrètement que les conséquences, c'était le travail des enfants. Et du coup, on a essayé de faire une analyse des tâches, mais des tâches qui avaient un impact, parce qu'ils travaillaient dans le bio aussi, et par exemple, le désherbage. En quoi le désherbage était fabuleux et en quoi on était complètement… On pouvait être fier de faire du désherbage et en quoi on pouvait aussi améliorer la santé et sécurité. On a fait ce travail avec l'ensemble des parties prenantes de l'agriculteur au donneur d'ordre et nous. Et par exemple, le désherbage, on a 2 pages de description de ce qu'est le désherbage, mais avec comme une histoire. Et on a abouti au fait que ces métiers qui ne sont pas du tout valorisés, finalement, c'était des artisans de la terre. Parce que s'ils ne sont pas là pour travailler la terre, on n'a pas de beaux produits et on n'a pas un beau parfum et on n'a pas de belles carottes, etc. Il y a tout le travail aussi sur l'agriculture vivrière et tout ça, c'est une autre histoire, enfin, c'est un complément. Mais pour vous dire que
Ce travail en collaboration est tellement important et du coup, on ne peut travailler qu'en mettant côte à côte le social, l'environnement, le sociétal et l'économique, et que l'un ne va pas sans l'autre. Et que si on travaille chacun dans son coin, on n'arrivera pas à avoir un projet pérenne. Voilà, j'ai essayé de sauter toutes les étapes. J'espère que vous avez suivi. J'ai fini ma présentation, mais je suis là pour répondre à vos questions.